Dans cette section, nous verrons comment utiliser ce qu'on a appris sur la dérivée pour tracer une courbe simple, c'est-à-dire une courbe qui ne comporte pas d'asymptote. Nous avons déjà vu que le signe de la dérivée nous donne les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction et nous permet ainsi de trouver les extrémums, c'est-à-dire les maximums et les minimums de la fonction. Nous verrons que le signe de la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, nous donnera les informations nécessaires à la concavité de la fonction et nous indiquera aussi les points d'inflexion. On obtient la dérivée seconde de la fonction f en dérivant sa dérivée, autrement dit en la dérivant deux fois. Et on note cette dérivée seconde prime prime. En fait, on peut dériver une fonction autant de fois qu'on veut. On dira alors qu'on a la dérivée d'ordre n, n étant le nombre de fois qu'on a dérivé f. Et on notera le n entre parenthèses pour ne pas confondre avec un exposant. Prenons par exemple la fonction f de x égale x à la 4. Si je dérive une fois, j'obtiens 4 fois x à la 3. Si je dérive une seconde fois, la dérivée seconde est égale à 12 fois x à la 2. Et je peux continuer. La dérivée troisième, on note aussi avec prime 3 fois, prime prime prime. Ici donnera 24x. Et c'est habituellement à partir de la quatrième dérivée qu'on utilise la notation avec les parenthèses. La quatrième dérivée de f, bien c'est la dérivée de la troisième dérivée de f. C'est égal à 24. Prenons un second exemple. F de x égale e à la 5x. Si je dérive une fois, j'obtiens e à la 5x fois la dérivée de 5x, ce qui donne 5 fois e à la 5x. Si je dérive une seconde fois, on va obtenir 25 fois e à la 5x. Si je dérive une troisième fois, j'aurai 125 e à la 5x. On pourrait donc établir une règle pour la énième dérivée dans ce cas-ci. Comme on voit qu'on a multiplié par 5 à chaque fois qu'on a dérivé. On pourrait faire une formule plus générale, disant que la dérivée énième de f, ici, c'est égal à 5 à la n fois e à la 5x. La fonction sinus a une propriété intéressante pour ce qui est de ses dérivées multiples. Si on dérive sinus une fois, on obtient cosinus. Si on prend sa dérivée seconde, c'est la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus de x. La dérivée troisième sera moins cosinus. Si je dérive une quatrième fois, j'obtiens moins sinus. Je retourne à sinus. Je suis revenu à la fonction que j'avais au départ. La dérivée seconde va nous indiquer la concavité de la fonction.
là où la dérivée seconde est positive, la fonction, elle est concave vers le haut, dans ce sens-ci. Là où la dérivée seconde est négative, la fonction est concave vers le bas, dans ce sens-ci. Et les endroits où la dérivée seconde est nulle, si autour de la valeur il y a un changement de concavité, on appellera ce point un point d'inflexion. Prenons par exemple cette fonction-ci, x à la 3 moins 3x2 moins 9x plus 14 divisé par 6. Sa première dérivée est égale à x à la 2 moins 2x plus 3 divisé par 2. Sa dérivée seconde est égale à x moins 1. On va d'abord chercher les zéros de cette dérivée seconde. Ici, on trouve un seul zéro, qui est lorsque x est égal à 1. Et on va regarder le signe de la dérivée seconde avant 1 et après 1. Avant 1, si on prend, on peut prendre n'importe quelle valeur avant 1. La plus facile ici étant 0. La dérivée seconde en 0 ici est négative. On en conclut que la fonction doit être concave vers le bas avant x égale 1. Si on prend une valeur après 1 et qu'on teste le signe de la dérivée seconde, on obtient que la valeur est positive. La fonction f doit être concave vers le haut après 1. Comme il y a un changement de concavité en 1, on dira que le point 1f de 1, c'est-à-dire 1, 1 demi, est un point d'inflexion de la courbe. Évidemment, tout est plus clair quand on a le graphique sous les yeux. On voit que, en effet, ici, on a 1. Bien, on voit que avant 1, effectivement, notre graphique est tourné vers le bas. Après 1, le graphique est tourné vers le haut. L'endroit où il y a le changement est bien à 1, 1 demi. Prenons un exemple. Si on nous demande de tracer le graphique de la fonction 3x4 plus 4x3 plus 1, la première étape consistera à déterminer le domaine de la fonction. Ici, c'est pas trop difficile, étant donné qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de logarithme, il n'y a pas de racine. En fait, dès qu'on voit que c'est un polynôme, on sait que le domaine, c'est tous les réels. La deuxième étape consiste en calculer f' et trouver ses nombres critiques. Ici, la dérivée est égale à 12 fois x2 fois x plus 1. Et on va chercher les zéros de cette expression. On en trouve deux. X égale 0 et x égale moins 1. Pour la troisième étape, on calcule la dérivée seconde et on trouve ses nombres critiques. La dérivée seconde ici est égale à 12 fois x fois 3x plus 2. Il y a ici aussi deux zéros à x égale 0 et à x égale moins 2 tiers. On va ensuite compiler toutes ces informations dans un tableau de signes. Ici, dans ce tableau, la première ligne représente l'axe des x. Dans la seconde ligne, on va écrire les signes de f', les signes de la dérivée seconde dans la troisième ligne, pour finalement mettre une esquisse du graphique de f dans la dernière. D'abord, pour ma ligne de x, mes valeurs vont de moins l'infini jusqu'à l'infini. Et il y a trois valeurs où il se passe quelque chose d'important
à moins 1, à moins 2 tiers et à 0. Comme cette ligne représente l'axe des x, je vais mettre mes valeurs dans l'ordre. Je vais mettre en fait une colonne pour chacune des valeurs. Pour moins 1, pour moins 2 tiers et pour 0. Je vais aussi mettre une colonne à plus l'infini et à moins l'infini. Bien que je ne m'en servirai pas cette fois-ci, mais ce sera une bonne habitude à prendre pour quand on ajoutera les asymptotes. Ainsi, pour ma deuxième ligne, pour la dérivée de f, je sais que ma dérivée était égale à 0 lorsque x égale moins 1. Je vais inscrire 0 dans la colonne de moins 1. Et aussi lorsque x était égal à 0, j'inscris 0 dans la colonne. Dans les intervalles créés par ces valeurs, c'est le signe qui va m'intéresser, le signe de f'. Je vais pouvoir faire comme lorsque je cherchais les intervalles de croissance et de décroissance. Je peux tester le signe de f' en prenant n'importe quelle valeur avant moins 1. Ici, je vais vous épargner les calculs, mais on trouverait que avant moins 1, le signe de la dérivée est négatif. Ensuite, entre moins 1 et 0, on trouverait que les signes sont positifs. Et après 0, on trouverait que le signe est positif aussi. Je fais la même chose pour la dérivée seconde. Pour la dérivée seconde, elle était égale à 0 à moins 2 tiers et à 0. Je vais regarder avant ces valeurs, après ces valeurs et entre ces valeurs, le signe de la dérivée seconde. Ici, en prenant n'importe quelle valeur avant moins 2 tiers, on obtiendrait un signe positif. Entre moins 2 tiers et 0, un signe négatif. Après 0, signe positif. Finalement, pour f, bien vis-à-vis les points que je connais, les valeurs de x qui sont les nombres critiques, je peux calculer le y qui correspond. Et si f de moins 1 donne 0, f de moins 2 tiers donne 11/27e, et f de 0 donne 1. Entre ces valeurs, je vais regarder, je vais combiner en fait l'information des dérivées premières et dérivées secondes. Je vais combiner la croissance et la concavité pour voir l'allure de la courbe. Par exemple, avant moins 1, je sais que ma dérivée est négative, c'est-à-dire que f est décroissante. Et comme la dérivée seconde est positive, ça veut dire qu'elle est concave vers le haut. C'est-à-dire que je vais descendre de cette façon. La courbe de f ressemble à cette flèche. Ensuite, entre moins 1 et moins 2 tiers, ma fonction est croissante puisque f' est positif et concave vers le haut parce que la dérivée seconde est aussi positive. Je vais donc avoir une croissance qui ressemble à ceci. Pour entre moins 2 tiers et 0, ma fonction est croissante, mais la fonction est concave vers le bas. Je vais donc être croissant avec cette allure. Et finalement, après 0, je suis avec une fonction croissante et concave vers le haut.
c'est-à-dire que la fonction va avoir cette allure. Ici, ça me permet en même temps de préciser la nature des points remarquables que j'ai ici. Ici, je peux voir que le point -1, 0, si on était décroissant avant ce point et croissant après, c'est qu'on était à un minimum relatif. À -2/3, 11/27. Ici, on a été croissant des deux côtés. Alors, c'est ni un minimum, ni un maximum. Par contre, on voit que la concavité a changé à cette valeur. Ça signifie qu'on a affaire à un point d'inflexion. Et au point 0,1, c'est la même chose. On est resté croissant de chaque côté du point, mais la concavité a changé. C'est ici aussi un point d'inflexion. Avec ces informations, on va pouvoir tracer le graphique. Pour tracer la courbe, je vais d'abord placer les points significatifs, les points où il se passe quelque chose. Le point -1, 0. Le point -2/3, 11/27. Je vais y aller de façon approximative. Et le point 0,1. Puis, pour savoir comment ces points sont liés ensemble par la courbe de la fonction, je vais suivre ce qui est indiqué à la dernière ligne de mon tableau. J'avais une concavité qui ressemble à ceci, jusqu'à -1, puis croissant et concave vers le haut jusqu'à -2/3. La concavité changeait après -2/3 et rechangeait ensuite à 0,1. Bien que ce graphique n'est pas parfait, ça nous permet d'avoir une idée de ce à quoi ressemble la courbe.